Bienvenue à tous et à toutes. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans le cadre de ce 3e salon de l'économie sociale et solidaire, dans ce format inédit, ici au cœur du département de Saône-et-Loire, puisqu'il nous ouvre les portes de son organe exécutif. Donc on remercie bien sûr le département. Nous saluons bien sûr sa volonté qu'ils ont voulu de maintenir cet événement dans ce contexte particulier que vous connaissez tous et toutes. Voilà, ça montre tout l'intérêt qu'ils portent sur cette économie sociale et solidaire. Donc, nous allons aborder la thématique aujourd'hui, construisons ensemble l'activité économique de demain. En effet, les échanges vont porter sur les opportunités économiques liées aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 sur le territoire de la Saône-et-Loire, et comment les entreprises de l'économie sociale et solidaire, les TPE, les PME locales, sont concernées par ces opportunités. Voilà, ce sont les premiers jeux inclusifs, durables et solidaires, voilà, défendus par le département de Saône-et-Loire. Voici comment va se dérouler cette table ronde. On aura un parterre d'invités en 3 temps forts. Et vous, chers internautes qui nous suivez sur le site du département et la page Facebook du département de Saône-et-Loire, vous pourrez nous poser vos questions et on tentera d'y répondre ici sur le plateau avec nos invités à l'issue de chaque table ronde. Voilà, pour bien planter le décor et lancer ce salon de l'économie sociale et solidaire, nous vous invitons à découvrir la vidéo des canaux, l'association dans le cadre de ESS 2024. Des jeux économiquement et socialement responsables, c'est des jeux pour les gens et construits avec les gens. Concrètement, ça veut dire qu'on va accompagner les entreprises de l'économie sociale et solidaire pour qu'elles puissent accéder au marché des jeux. This is a big event. The whole world comes around it. And sports, I always say, is a big power. An Olympic gives us an opportunity to use it for social purposes. And Paris Authority for Olympics 2024 agreed to make it happen. Pour concrétiser notre ambition, nous avons décidé de nous rapprocher de l'écosystème de l'économie sociale et solidaire. Et la Maison des Canaux était le meilleur acteur avec lequel s'associer pour le faire. L'entrepreneuriat social, l'économie sociale et solidaire, ce sont avant tout des entrepreneurs qui souhaitent maximiser leur impact sur la société, sur la solidarité, sur la protection de la planète. Ils sont dans tous les secteurs d'activité. Et le concept de Mama Yoka, c'est elle embauche les femmes qui l'éloignent au travail. J'ai un salaire fixe, j'ai pris beaucoup de choses ici. Je gère des gens qui ont tous eu au cours de leur vie un accident du travail, un accident de la vie. Il faut les impliquer, il faut leur montrer qu'on a confiance en eux. Tu peux travailler même si tu as un problème de santé, si tu as un handicap de 10%, de 20%, de 80%, tu as une place de travail. Aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire, c'est 10% de l'emploi en France. Le potentiel de développement est énorme. Ça attire la jeunesse, ça donne de l'espoir et ça nous engage vers une économie positive. C'est une économie qui est basée vraiment sur des valeurs sociales communes, le partage, la coopération. C'est aussi un ancrage local et c'est aussi pour ça que ça marche dans les quartiers. Souvent, on pense qu'on n'a aucun impact dans le monde. En réalité, l'impact, on l'a. Il faut vraiment juste décider d'y aller. Nous travaillons très concrètement aujourd'hui dans 2 directions. La première, c'est celle du sourcing. Si on veut générer des innovations sociales, des innovations environnementales, il faut qu'on sache quelles sont les solutions existantes. Le deuxième temps, c'est celui des marchés. Nous allons lancer des marchés à partir de 2020, qui viendront de plus en plus gros jusqu'en 2024, et les structures de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, pourront y répondre. La plateforme que nous avons lancée avec Paris 2024, c'est un site internet, une newsletter, des réunions périodiques. Cela proposera à tous les entrepreneurs engagés de réellement participer aux Jeux. On est très content de travailler avec Paris 2024. Depuis le début, avec tous les acteurs de Paris 2024, on partage une même ambition, construire un nouveau modèle de jeu. Des jeux qui bénéficient au plus grand nombre et des jeux qui vont révéler le meilleur de la France et toute sa diversité. One thing is imagination, another is practice.
how to translate the imagination into real time. So this will be a big challenge, but Paris is ready for it. Take that challenge and make it happen. Avec la Maison des Canaux, Paris 2024 devient un laboratoire d'innovation sociale. Et ça, c'est une démarche inédite. Inclusif. Social. Engagé. Solidaire. Collectif. Ensemble. Accessible. Responsable. Durable. Paris 2024. Paris 2024. Voilà, cette vidéo de présentation voilà, qui nous montre tout de suite les liaisons qui sont faites sur le terme que l'on va aborder aujourd'hui. Nous continuons dans l'inauguration de cette table ronde avec les ouvertures officielles et je vais laisser la parole bien sûr à celui qui nous reçoit aujourd'hui, le président du département de Saône-et-Loire, André Acari, et ensuite il y aura Tatiana Desmarais, la présidente de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Bonjour, bienvenue pour cette 3e édition du Salon sur l'économie sociale et solidaire. Évidemment, c'est une édition toute particulière puisque nous sommes dans un contexte sanitaire absolument exceptionnel. Malgré tout, avec Isabelle Dechaume, nous souhaitions absolument maintenir cette journée, maintenir ce lien important puisque, évidemment, c'est une économie qui concerne 2000 employeurs dans ce département Saône-et-Loire, 10% de l'emploi dans ce département. Il nous semblait vraiment indispensable de garder le lien toutes et tous ensemble pour évidemment participer et trouver des solutions en effet sur ce contexte tout à fait particulier. Je vous souhaite donc une très bonne journée de travail et je serai, je l'espère, très heureux de vous retrouver le plus rapidement possible dans un contexte normal. Bonjour. Je suis ravie d'ouvrir même virtuellement cette table ronde d'aujourd'hui dans un format totalement inédit du fait de la crise sanitaire que nous traversons aujourd'hui. Ce salon de l'économie sociale et solidaire en Saône-et-Loire est la 3e édition. Les 2 premières années ont été de beaux succès avec de belles réalisations. Nous pouvons dire aussi que ces 3 années de partenariat entre le conseil départemental et la CRES Bourgogne-Franche-Comté, nous pouvons vraiment nous en féliciter de ce partenariat qui est pertinent pour l'économie et l'emploi sur nos territoires. Ce salon est l'illustration de ce que peut apporter l'ESS dans cette période de crise sanitaire, économique et sociale. En Saône-et-Loire, l'ESS représente 10% des emplois, 13 000 postes salariés dans le département et cela représente 2000 établissements employeurs sur le département. D'où vraiment la pertinence de la promotion de ce modèle. Ce salon de l'économie sociale et solidaire est intégré dans le mois de l'ESS en Bourgogne-Franche-Comté. Le mois de l'ESS, qui se déroule toujours au mois de novembre, est la 13e édition cette année. Il s'agit de faire connaître les initiatives au grand public, mais aussi de favoriser les rencontres et les échanges autour de l'économie sociale et solidaire. Cette année aussi, comme ici, comme ce salon de l'ESS, de façon différente, de façon innovante, les structures de l'économie sociale et solidaire de la région Bourgogne-Franche-Comté ont fait le choix d'innover par des visioconférences, par des webinaires, pour faire connaître leur secteur d'activité, même pendant ces temps de crise. Sur plusieurs thématiques, comme par exemple l'emploi, l'environnement ou la gouvernance. Le sujet de la table ronde d'aujourd'hui, construisons ensemble l'activité économique de demain, nous permet aussi de réfléchir ensemble autour de ce sujet. L'association Les Canaux a lancé une plateforme solidaire ESS 2024 pour favoriser l'accès des structures de l'ESS au marché public lié à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Tout ceci va poser plusieurs questionnements. Comment l'ESS peut-elle s'inclure dans la dynamique des Jeux olympiques? Comment peut-on favoriser les coopérations entre les TPE, les PME et l'ESS pour une relance dynamique, d'autant plus que le département de Saône-et-Loire est terre d'accueil pour les JO 2024. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de bons échanges qui, je le sais, ne seront pas les derniers.
Et voilà, on continue ces discours inauguraux. Je vais laisser la parole maintenant à Isabelle Dechaume, qui est avec nous ici dans l'hémicycle, vice-présidente de l'insertion sociale et professionnelle. Merci Julien. Alors, je ne vais pas faire de grands discours parce que je crois qu'on a surtout envie de rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vais surtout remercier les intervenants de cette table ronde que vous allez nous présenter au fil des interventions et puis les autres intervenants, puisque vous l'aviez dit tout à l'heure, il y aura 2 autres thématiques qui seront abordées. Alors, j'ai envie de dire, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Allez, place maintenant au premier thème de cette table ronde, favoriser les coopérations économiques TPE, PME, ESS pour une relance dynamique. Je vais vous présenter les personnalités qui sont présentes avec nous ici. Donc Isabelle Dechaume, la vice-présidente chargée de l'insertion professionnelle au département de Saône-et-Loire. Également, on a 3 étudiants qui sont avec nous ici, les étudiants en conseiller en insertion professionnelle au centre de formation Ozanam, Corentin, Mariette et Guillaume, qui nous font le plaisir d'être avec nous. Ensuite, nous avons les représentants des fédérations des entreprises d'insertion Bourgogne-Franche-Comté, c'est Michael Coulon qui est avec nous. Ensuite, la fédération des acteurs de la solidarité Bourgogne-Franche-Comté avec Karen Benoît, qui est chargée de mission emploi-formation. L'association de gestion du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées, l'AGFIP de Bourgogne-Franche-Comté, représentée avec Anne-Marie Segaud, sa déléguée régionale. Et également les têtes de réseau du secteur marchand. On est heureux d'accueillir également sur cette table ronde avec Marie-Camille Carmona qui représente le MEDEF 71 et Vanessa Nivet qui représente la Confédération des petites et moyennes entreprises de Saône-et-Loire, la CPME. Voilà pour présenter ce premier sujet. Donc, je vais d'abord présenter un peu 2 secteurs qui sont en complémentarité, en harmonie, qui doivent apprendre à mieux se fréquenter, à se connaître, pour mieux et plus travailler ensemble. Cela passe par un état d'esprit, une révolution des pratiques, comme par exemple une meilleure promotion des clauses d'insertion au sein des marchés publics, la facilité d'entrée sur les marchés publics, un vrai sujet d'actualité qui fait écho à notre sujet aujourd'hui aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. 2024, la Saône-et-Loire labellisée terre de jeu avec 5 collectivités territoriales. On va vous les citer. Autun qui va accueillir le VTT et le triathlon. Chalon-sur-Saône, la natation et le basket. Le Creusot accueillera le tennis de table. Mâcon recevra l'escrime, l'athlétisme, la lutte, l'aviron, le canoë-kayak en ligne et l'équitation. Et enfin, Montceau-les-Mines qui sera l'hôte de la gymnastique. Voilà un peu pour planter le décor de tous ces centres de préparation des Jeux qui vont se passer sur le territoire. Et pour commencer cette ouverture de table ronde, je vais laisser la parole à Isabelle qui va nous expliquer comment l'économie sociale et solidaire en Saône-et-Loire peut apporter une contribution indéniable. Quels sont les potentiels en Saône-et-Loire? Quels besoins pour répondre à la commande publique? Une enquête qui a déjà été réalisée auprès de 100 partenaires. Isabelle, à vous. Alors rapidement, parce que je ne vais pas répondre à ces questions-là en 5 minutes, vous vous doutez bien, il nous faudrait beaucoup plus de temps. Mais je crois que la première des choses, en tout cas pour ce qui de mon point de vue, c'est d'abord d'avoir une volonté politique forte. Parce que si nous sommes là aujourd'hui, le président Akari l'a très bien dit tout à l'heure, c'est parce que nous avons tenu à ce que ce 3e salon social de l'économie sociale et solidaire se tienne, et parce que nous avons aussi voulu, avant le 3e, il y a eu le 2e et il y a eu le 1er. Et pour les clauses d'insertion, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Closer les marchés lorsqu'on est une institution, c'est d'abord une volonté politique, c'est d'abord aussi un courage politique, parce qu'il faut faire passer le message, et on en parlait tout à l'heure avec les représentantes du MEDEF et de la CPME. Et vraiment, mesdames, je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui. Votre présence est un très bon signe de cette collaboration que nous souhaitons. Il faut faire passer le message auprès des entrepreneurs en leur disant que ce n'est pas une contrainte qu'on va leur ajouter, mais qu'au contraire, c'est une chance qu'on va essayer de porter avec eux pour qu'ils puissent trouver de la main-d'œuvre, et de la main-d'œuvre en local. Et cela, on retrouve aussi l'un des items de l'économie sociale et solidaire, c'est que tout se passe, beaucoup de choses se passent en local, même si c'est à l'autre bout du monde, c'est l'autre bout du monde en local. Et bien, ici, nous tentons, en tout cas dans notre quotidien et dans le quotidien de cette institution, à faire en sorte que l'économie rencontre les besoins de nos personnes en précarité. Et c'est là où le département a toute sa place pour assurer ce lien.
En effet, le département joue bien son rôle pilote dans cette coordination générale. On vous en remercie. Avant de laisser la parole à nos experts de l'ESS du département, on va faire un focus sur un diagnostic qui a été réalisé par nos étudiants qui sont là avec nous, étudiants conseillers en insertion professionnelle du centre de formation Ozanam. Alors on va commencer avec Corentin qui va nous dire un peu comment il a mis en œuvre ce questionnaire, comment vous l'avez réfléchi, à qui il a été adressé et quel accueil vous a été réservé sur le terrain auprès des entreprises. Ce questionnaire a été adressé aux structures de l'ESS du département. Il est composé de 3 thématiques principales. Donc, tout d'abord, c'était l'identification de la structure, donc les missions et les pôles de compétences, ce qui nous a permis de prendre la mesure de la diversité des structures qui relèvent de l'ESS et de la diversité des structures qui œuvrent dans le domaine de l'insertion. Deuxièmement, ça concerne leur approche vis-à-vis des appels d'offres. Et enfin, nous avons demandé à ces structures ce que les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 pouvaient apporter comme enjeu à l'ESS selon eux. Donc au niveau de l'accueil des structures, on a plutôt bien été accueillis de la part de personnes qu'on a pu contacter par téléphone ou bien par mail. Effectivement, il y a eu des mots-clés qui sont ressortis majoritairement, tels que le mot visibilité, opportunité économique et collaboration. Très bien, merci Corentin pour cet éclairage. Alors Guillaume, plus concrètement, quels ont été les retours des entreprises et quelle première analyse vous pouvez présenter sur ces constats? Eh bien, nous avons essayé de comprendre comment les structures s'inscrivaient sur leur territoire, notamment au niveau du partenariat et des appels d'offres. Nous avons aussi essayé de savoir si elles étaient informées des enjeux des JO et si elles avaient mesuré l'impact pour leur activité. Déjà, nous avons constaté que certains types de structures présentent des freins à la pratique des appels d'offres, notamment la lourdeur administrative, le manque de moyens humains, techniques, mais aussi le manque d'informations liées à cette pratique. Il faut savoir qu'à titre d'exemple, 71% des structures qui ne répondent pas aux appels d'offres n'ont pas connaissance des plateformes d'achat groupées. Les structures dont la première mission est l'accompagnement de personnes en insertion sont les plus concernées par l'ensemble des freins que j'ai cités. Pour cela, le pacte territorial d'insertion peut s'inscrire comme réponse à ces problématiques dues à son grand nombre de réseaux de partenaires. Voilà, c'est très intéressant ce que nous dit Guillaume, parce que justement, au cœur de cette table ronde, on aura des interventions justement qui répondront à ces freins là, qui ont été identifiés concrètement auprès d'acteurs du territoire de la Saône-et-Loire. Donc, ça va être assez pertinent. On termine avec Mariette qui va nous dire comment les entreprises de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, se mettent en perspective des territoires labellisés terres de jeu, en collaboration entre elles, dans quel secteur d'activité respectif. Donc leurs attentes vis-à-vis des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 sont principalement un effet de mise en visibilité, une opportunité économique et aussi une opportunité de collaboration. Et du coup, ensuite, voilà, chercher à stimuler les collaborations sur le territoire en allant chercher les partenariats associatifs. Et par ailleurs, nous avons avec Madame Yopis le projet de rédiger une charte de l'insertion destinée à faciliter les coopérations entre les différents acteurs de l'ESS. Très bien, voilà un vaste chantier qui va être mené par la direction de l'insertion et logement du département, qui œuvre pour la mise en place de cette politique. Alors maintenant, on va se tourner vers nos partenaires du département dans ces questions d'économie sociale et solidaire. Comment vos structures collaborent-elles? Comment les entreprises de votre réseau font-elles face à la crise? On a entendu tout à l'heure les étudiants qui nous ont parlé justement de ce contexte un peu particulier. Donc forcément, il faut essayer de rebondir un peu là-dessus. Mickaël Coulon, je vous laisse la parole. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je vais souligner ce que disait Isabelle tout à l'heure, c'est que pour qu'aujourd'hui on puisse travailler au développement de ces entreprises et sur la collaboration qui est faite, il faut un vrai engagement politique. Et ça, c'est clair que depuis de nombreuses années, le département de Saône-et-Loire est engagé aux côtés des structures de l'insertion par l'activité économique à travers le PTI et puis à travers des actions qu'on a menées au cours de l'année 2019 et 2020, notamment sur la réflexion sur les clauses d'insertion, sur lesquelles on a été fortement associés, sur la réflexion de se dire aujourd'hui on a des zones dans le département qui ne sont pas couvertes sur ces clauses d'insertion, pour lesquelles on a évidemment
pas de personnes ressources pour accompagner les structures. Le département a fait ce choix-là aujourd'hui, ce qui nous permet clairement aujourd'hui de pouvoir accompagner, nous, en tant que tête de réseau, les structures au développement de ces clauses d'insertion sur ce département-là, mais aussi d'accompagner les structures, puisque, comme ça a été souligné par Guillaume, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des structures qui ont des difficultés au niveau de la lourdeur administrative pour remplir ces clauses d'insertion. C'est pas simple, c'est du juridique. Et quand on n'est pas féru du juridique et quand on n'a pas l'habitude de cela, c'est très compliqué. Autrement, par rapport à la situation que l'on connaît actuellement, les structures d'insertion ont l'habitude d'être agiles, de répondre aux problématiques du moment. Elles ont fait face à la crise, elles font face encore à la crise. Elles ont réagi aujourd'hui en mettant en place tous les protocoles sanitaires et économiques nécessaires pour accompagner les publics, qui est leur cœur de métier. Ce n'est pas simple. Mais on s'adapte et on y croit et on va continuer. Merci Mickaël. En effet, il faut jouer sur le local, sur le solidaire. En ce moment, c'est particulièrement d'actualité. Un petit mot justement pour la Fédération des acteurs de la solidarité. Karen Benoît, comment vous pouvez étayer un peu ces différentes choses que Mickaël nous a apportées? Alors effectivement, pour compléter les propos de Mickaël, c'est une volonté politique. Une volonté aussi des services de l'État et je veux dire au niveau territorial. Mais et là, je tiens aussi à souligner, c'est une volonté aussi des têtes de réseau. Et quand je dis têtes de réseau, c'est au sens large, parce qu'on travaille tous en collaboration. Donc voilà, dans le cadre par exemple de consortium ou peu importe, donc avec Chantier École, FEI, Coras, Pôle Ressources. Donc c'est aussi une volonté tous de se réunir afin d'accompagner nos structures d'insertion. Donc c'est aussi, voilà, on n'est pas forcément en guerre entre têtes de réseau, au contraire, on travaille en collaboration et en fine intelligence et en complémentarité. Après, effectivement, Mickaël a aussi à souligner la formidable capacité d'adaptation et de réactivité de nos structures d'insertion, et on l'a vraiment bien vu, ça s'est vraiment révélé lors de cette crise de Covid. Parce qu'effectivement, au début, elles étaient toutes un petit peu perdues au début de ce confinement, et puis finalement, elles se sont vite remises au travail. Elles ont trouvé des solutions en collaboration avec d'autres structures d'insertion pour répondre à des appels à des commandes d'entreprises. Alors là, effectivement, le thème, c'est le masque en ce moment. Mais en tout cas, que ce soit entre SIAE du département ou même hors département, notamment le pôle ressources aussi, avec le groupe textile. Voilà, je mets aussi en avant les... Voilà. Donc effectivement, ils se sont permis effectivement de répondre ensemble à des commandes où on parle de FDI aussi, de fonds départementaux, se sont tous mis en commun pour répondre à des commandes et à trouver des solutions avec le marché public, et notamment aussi avec d'autres entreprises dites classiques. Et du coup, l'importance du réseau et de toutes les collectivités territoriales pour créer un maillage en fait entre les structures d'insertion et les collectivités locales et l'ancrage territorial. J'espère que j'ai été claire. Oui, Karen, en effet, c'est bien ce que vous dites parce que ça va faire résonance à la suite des autres têtes de réseau qui sont présents avec nous. Avant de laisser la parole au secteur marchand, on va faire un petit focus quid de la sécurisation des parcours de personnes en situation de handicap. Et là, je vais laisser la parole à l'association de gestion du fonds de l'insertion des personnes handicapées. C'est Anne-Marie Segaud qui est là pour représenter la Bourgogne-Franche-Comté. Oui, merci et bonjour à tous et merci Madame la Vice-Présidente de nous avoir invités à ce salon. Alors c'est vrai que l'AGFIP peut-être juste donner voilà, qui on est parce que quelquefois on oublie. L'AGFIP c'est effectivement l'association de gestion pour l'insertion des personnes handicapées comme vous l'avez dit. Donc nous sommes nés de la loi de 87 qui a institué une obligation d'emploi pour toutes les entreprises de plus de 20 salariés de 6% de personnes handicapées. Voilà. Donc, nous sommes une association nationale paritaire. Et donc, le paritarisme, je voulais aussi en parler par rapport à ça, puisque là, on est en train de parler de maillage, de sécurisation. Donc, on a effectivement un conseil d'administration paritaire élargi aux associations. Donc, on a bien effectivement le monde économique au niveau des organisations patronales et syndicales, mais aussi le monde associatif. Et donc, ça, c'est aussi intéressant.
La sécurisation des parcours, notre rôle à nous, c'est vraiment de trouver des solutions et de soutenir tout ce qui va favoriser l'insertion et le maintien en emploi des personnes en situation de handicap. Donc notre rôle, c'est bien de pouvoir travailler avec tout le monde, aussi bien dans le cadre des politiques publiques, pour faire en sorte que les personnes en situation de handicap puissent être considérées dans toutes les politiques publiques, mais aussi avec tous les acteurs, dont les acteurs du monde économique, pour que, effectivement, on ait des solutions concrètes pour l'insertion et le maintien en emploi. Et en termes de sécurisation de parcours, eh bien, je crois que tout ça, aujourd'hui, un parcours professionnel, c'est fait de plein d'étapes. Et très souvent, les étapes passent par de l'économie sociale et solidaire et peuvent aller aussi vers d'autres entreprises. Voilà, peut-être que je m'arrêterai là pour l'instant et j'y reviendrai après. Merci Anne-Marie pour cet éclairage sur ce secteur aussi important du tissu de l'économie sociale et solidaire. On parle de relance économique, c'est un mot d'actualité. Et donc, du coup, en quoi la commande publique peut-elle être un levier de relance économique? Alors, pour Marie-Camille, justement, qui représente le MEDEF de Saône-et-Loire, c'est une belle opportunité pour les entreprises du territoire. Oui, effectivement. Alors, tout d'abord, je me permets de remercier le conseil régional, départemental, pardon, de nous avoir invités. C'est un vrai plaisir d'être ici avec vous. Donc, pour répondre à votre question, la commande publique, c'est effectivement un levier de développement économique pour les entreprises de notre territoire. Ce n'est pas le seul, bien évidemment. On a la richesse et la chance d'avoir un territoire où il y a énormément d'activités et de choses qui sont mises en place par et pour les entreprises, qu'elles relèvent de l'économie solidaire ou pas. Nous, notre positionnement, c'est de se dire que les organisations patronales, quelles qu'elles soient, sont là pour être un relais entre des mondes qui ne se connaissent pas forcément, mais qui pourtant ont beaucoup à partager. On parle d'économie sociale et solidaire aujourd'hui, on parle de responsabilité sociale en entreprise. Ce sont des sujets qui sont des sujets sociétaux. On voit qu'il y a une vraie recherche de sens de la part des entreprises, de la part des salariés, de la société en règle générale. Et ça se traduit dans les activités et dans l'économie dans toute sa diversité. Donc, si on a un message à faire passer aujourd'hui, c'est bien celui d'être un lien entre des maillons d'une chaîne qui se connaissent pas forcément très bien, mais qui ont beaucoup à partager. C'est le but de la table ronde, c'est que tous les uns les autres fassent un pas l'un envers l'autre, c'est très important. Une dernière réaction, on a Vanessa Nivet qui est là pour la CPME, un peu un éclairage par rapport aux entreprises que vous représentez. Bonjour et merci également d'avoir convié la CPME autour de cette table ronde. Alors, la CPME donc, représente effectivement les TPE et PME du département et l'un de nos étudiants tout à l'heure a mis un peu le focus sur la lourdeur administrative et des difficultés des petites entreprises à répondre justement au marché d'appel d'offres. Donc c'est vrai que c'est un des points finalement qu'on relève le plus au sein de la CPME, c'est-à-dire qu'elles se sentent finalement pas écrasées, mais enfin disons qu'il y a des entreprises de taille plus grosse, ils se disent que c'est elles qui vont décrocher les marchés et donc ne préfèrent ne pas répondre et se consacrer à d'autres activités. Mais effectivement, le lien qui peut se faire avec les entreprises de l'économie sociale et solidaire pourrait être un élan, je dirais, donné à ces TPE, PME, peut-être pour leur apporter justement de la main-d'œuvre et des capacités supplémentaires pour justement pouvoir répondre à ces marchés. Merci Vanessa pour cet éclairage très intéressant de la complémentarité. On en a besoin, en particulier dans ces moments économiquement durs. Il faut se serrer les coudes et en particulier en local, jouer la carte du local, c'est un peu d'actualité.
Je vais maintenant aller direction de Paris parce qu'on a Pia Le Fischer qui est avec nous en visio, à qui on va laisser la parole et qui représente l'association Les Canaux ESS 2024 et qui va nous faire un éclairage, nous donner un exemple de coopération concrète, réussie et repérée dans le cadre de l'ESS 2024. Bonjour Pia. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, des choses très justes, qui sont aussi les témoignages de toutes les entreprises qu'on accompagne au quotidien pour répondre au marché des jeux. On aura le temps de revenir sur les services de l'ESS 2024 et des canaux aux entreprises de l'ESS dans quelques minutes, et également sur la position de Paris 2024 avec Gilles Verdure. Là, ce que j'aimerais juste vous donner, c'est un exemple de collaboration entre une PME et une entreprise de l'ESS qui a fonctionné, qui a été fructueux, justement dans le cadre de la commande publique. Il s'agissait en fait d'un marché qui a été lancé par Paris 2024 de production audiovisuelle, il y a quelques mois de cela. Et en fait, c'est une PME de Nouvelle-Aquitaine qui s'appelle Grand Angle Production, qui a répondu avec une coopérative francilienne qui s'appelle Artisans du Film. Grand Angle, donc PME, nous a connus dans le cadre d'un des événements qu'on organise régulièrement dans les territoires pour faire connaître nos services et pour faire connaître les opportunités économiques des jeux. Artisans du Film, on les a connus aussi dans le cadre d'un de nos événements, mais cette fois-ci en Île-de-France. On les a mis en contact et ils ont décidé de répondre ensemble. Il y a un premier marché avant celui de Paris 2024 sur lequel ils se sont positionnés. Ils ont perdu, malheureusement. Mais néanmoins, tout le temps qu'ils avaient passé à apprendre à travailler ensemble, à définir des méthodes de travail communes, à se répartir les tâches, a fini par payer puisqu'ils ont remporté finalement un lot de ce marché de production audiovisuelle de Paris 2024. Donc aujourd'hui, ils continuent à travailler ensemble. Je trouve que cet exemple est intéressant à différents niveaux. Le premier niveau, c'est parce que déjà, ça montre que c'est possible et que c'est concret sur des opportunités très précises et notamment celle de la commande publique. Deuxièmement, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas obligé de, évidemment, c'est super de la jouer locale, mais parfois on peut aller trouver la solution ou le bon partenaire en dehors de sa région, puisque là, ce sont des entreprises de régions différentes qui se sont associées. Et enfin, le témoignage qu'ont donné ces deux entreprises, c'est que du côté de Grand Angle, la PME, travailler avec une entreprise de l'économie sociale et solidaire, ça leur a permis d'avoir une offre plus riche, une offre différenciante, peut-être par rapport à des concurrents qui auraient proposé une offre lambda sans cette valeur sociale ajoutée. Et du côté de la coopérative qui s'est positionnée avec eux, ça leur a permis de répondre à une opportunité à laquelle ils n'auraient pas eu accès sinon. Donc c'est vraiment finalement un partenariat, un groupement gagnant-gagnant qui s'est formé. Voilà. Merci Pia pour cet éclairage concret, hein, de région à région, où vous voyez ce qui est possible de faire. En tout cas, ESS 2024 vous expliquera tout à l'heure quels moyens ils mettent en œuvre. Alors Isabelle, pour le petit mot de conclusion sur cette première table ronde, des premières perspectives de décloisonnement intéressantes. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Ça m'inspire déjà qu'il faut continuer. Voilà, il faut continuer parce que c'est ce qu'on se disait juste avant nos échanges publics. Le one shot un coup n'a aucun intérêt, et je crois que ça on l'a bien compris dans cette institution qu'est le conseil départemental, que ce soit lors des jeudis du PTI. Donc le PTI, c'est un outil qui nous permet de nous rencontrer et de travailler sur des thématiques précises pour être dans l'opérationnel, que ce soit sur des journées comme ça où on peut faire découvrir ce que sont que l'association Les Canaux, ce que les Jeux Olympiques 2024 seront des opportunités économiques et pas simplement, comme vous le disiez tout à l'heure, pour des grands groupes ou des grandes entreprises, mais que chacun peut prendre sa part. Ça aussi, il faut l'avoir en tête. Et puis, faire passer le message à tous nos entrepreneurs locaux. Je parlerai quand même pour les nôtres, pour ceux du département de Saône-et-Loire, qu'ils peuvent oser. Voilà, ils peuvent oser. Ils auront à côté d'eux des partenaires qui sauront les épauler, que ce soit les représentations patronales, que ce soit la représentation de leur propre branche, le département travaille avec les branches métiers, que ce soit les partenaires de l'insertion par l'activité économique,
tout ceci, nous sommes tous en fait à disposition les uns des autres. C'est ce qu'il faut avoir en tête et je crois que c'est ce que nous avons réussi. C'est le pari que nous avons pris il y a 5 ans et c'est le pari, je crois, que nous avons réussi à tenir aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui on se parle, aujourd'hui on agit ensemble. Mickaël le disait tout à l'heure sur les clauses, on pourrait prendre d'autres thématiques. Nous sommes allés les chercher parce qu'ils ont une expertise particulière, une vision du monde que nous n'avons pas et c'est ça que nous avons réussi à faire collectivement. Alors oui, le département a donné l'impulsion, tant mieux, et c'est aussi pour ça qu'on a été élus, donc c'est aussi pour ça qu'on était là, mais tout ça n'a pu se faire que parce que vous, nos partenaires économiques classiques, économiques, sociales et solidaires, ou fédérations, ou entreprises d'insertion, ou missions locales, plis, etc., vous répondez présent et vous nous accompagnez. Voilà, c'est ce lien de confiance qui fait qu'on arrivera à relancer notre économie sur ce territoire, au-delà du plan qui a été pris à l'initiative du président Akari sur la relance économique et qui a été d'ailleurs voté par l'intégralité de mes collègues au conseil départemental. C'est ce lien de confiance et ce lien de coopération qui nous permettra d'aller plus en avant. Et je crois que l'exemple qui a été cité par Pierre Fischer à l'instant en est l'illustration. S'ils sont capables de le faire ailleurs, on est capable de le faire nous aussi, parce qu'on est bon en Saône-et-Loire, tout simplement. Merci Isabelle. On a une question de nos internautes. Je vous rappelle que n'hésitez pas à poser vos questions, à réagir sur les réseaux. Une question sur la future charte d'engagement des clauses d'insertion de l'ESS. Est-ce que vous avez des pistes, ou Mickaël, si vous souhaitez répondre, pour cette future charte d'engagement? Alors, ce n'est pas les clauses d'engagement de l'ESS, c'est sur les clauses d'insertion, en fait. C'est plus spécifique, hein, c'est un levier économique qui va nous permettre d'avancer. Et je vais laisser Mickaël, voilà. C'est important de laisser les partenaires. Oui, c'est un travail qu'on a engagé depuis 2 ans maintenant avec le département, sur le constat où simplement aujourd'hui sur l'ensemble du territoire, tout le territoire n'est pas couvert avec des facilitateurs, donc des personnes qui sont là pour accompagner justement les structures et les donneurs d'ordre sur la rédaction des clauses d'insertion dans les appels de marché public. Et devant ce fait-là et devant le constat qui est que des structures aujourd'hui ne se positionnent pas sur ces marchés publics et les collaborations ne sont pas facilitées sur les territoires, le département a engagé ce travail-là depuis 2 ans pour engager une facilitatrice au niveau du département sur ces zones non couvertes pour assurer ce travail administratif, cet accompagnement en partenariat donc là avec les réseaux de l'insertion comme on l'a dit depuis tout à l'heure, mais aussi dans une volonté de travailler avec les entreprises classiques, avec le MEDEF, avec la CPME. Enfin voilà, on est sur une vraie dynamique collective et partenariale. C'est ça qui est vraiment important aujourd'hui. Et l'objectif étant de pouvoir, sur les marchés et les appels d'offres, mettre le plus de clauses d'insertion possible, bien entendu, quand cela est possible et que ça a un sens. Parce qu'il n'y a pire clause d'insertion que celle qui ne peut pas être couverte aujourd'hui par une structure du territoire. Donc on est sur des clauses intelligentes. Voilà. Tout à fait, toujours donner du sens à la réponse, en particulier on parle de relance économique. Isabelle, oui, simplement pour compléter, donc ça signifie qu'aujourd'hui, tout le territoire de Saône-et-Loire est couvert au titre de ce qu'on appelle les facilitateurs, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques temps de cela, puisque les facilitateurs, c'est un métier en fait. Un facilitateur, on en trouvait dans les plis, les plans locaux d'insertion par l'emploi, et nous avons 4 plis en Saône-et-Loire, mais ils ne couvraient pas l'intégralité de la géographie de la Saône-et-Loire. Ce qui veut dire qu'il y a des zones qu'on avait appelées zones blanches où l'équité de traitement n'existait pas. Et c'est quelque chose sur laquelle nous nous sommes interrogés en disant qu'on ne pouvait pas laisser les choses en l'état, et c'est la raison pour laquelle on a décidé de lancer cette idée de charte, mais bien au-delà d'être dans l'opérationnel et l'effectif. Ce n'est pas que des documents de la charte, on se voit, on se fait plaisir, on réfléchit ensemble. C'est que derrière, il faut qu'il y ait de l'opérationnalité, et de l'opérationnalité facile d'accès pour tous. Alors là, pour le coup, ce sont les entrepreneurs et les entreprises de Saône-et-Loire, mais pas que. Hein. Voilà, on a toujours ça. Il y a toujours une stratégie qui préside à ce qu'on fait, quand même. Très bien, ça permet de tous aller dans le même sens. En tout cas, je vous remercie d'avoir été présent pour ce premier sujet, voilà, sur favoriser les coopérations, on l'a dit, hein, de toutes sortes, hein, mais voilà, ça va faire réfléchir. Tous les partenaires qui nous écoutent à distance en sont bien conscients. Voilà, maintenant, on va passer au deuxième sujet, les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 en Saône-et-Loire. On vous l'a dit, 5 terres de jeux.
voilà, vous allez pouvoir tranquillement quitter l'hémicycle et on va accueillir nos prochains invités. Et pour ouvrir cette deuxième sujet, les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 en Saône-et-Loire, on vous l'a dit, 5 collectivités territoriales qui vont accueillir les Jeux, qui vont être centres de préparation plus précisément. Ils seront centres de préparation, base arrière pour la préparation des délégations internationales. C'est vous dire la fierté qu'auront ces 5 collectivités territoriales pour recevoir ces délégations. Eh bien, on a une petite vidéo Paris 2024 qui avec Thierry Ray, judoka, un ancien champion du monde olympique. On va demander à nos invités de nous rejoindre pour regarder cette vidéo. Bonjour à tous. Au nom de Paris 2024, son président Tony Estanguet, je tiens d'abord à saluer Monsieur le Président de la Saône-et-Loire, André Acari. Nous vous remercions de nous avoir associés, Paris 2024, à votre événement, le Salon de l'ESS qui se tient aujourd'hui. C'est évidemment un sujet qui correspond à nos valeurs, à nos engagements que nous prenons dans le cadre de l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. En effet, nous souhaitons que des opportunités d'emploi et des opportunités économiques bénéficient au plus grand nombre, et en particulier aux structures de l'ESS. Gilles Verdure, en charge de ces sujets chez nous, vous en parlera plus en détail lors de la table ronde dédiée. Paris 2024, c'est aussi la volonté de faire vivre les Jeux partout sur les territoires métropolitains ou d'outre-mer. C'est à cet effet que nous avons créé en juin 2019 le label Terre de Jeux 2024, qui permet à chaque collectivité de s'engager et de s'investir au service de la population et de cette grande idée que sont les Jeux Olympiques et Paralympiques. Le département de la Saône-et-Loire et nombre de collectivités ont d'ailleurs été labellisées récemment. Et je tiens à leur remercier de leur engagement et de leur dynamisme. Voilà, je voulais vous saluer. Nous voulions ici à Paris 2024 vous remercier de votre initiative et nous espérons venir très prochainement vous rencontrer en présentiel, comme on dit aujourd'hui. À bientôt et travaillez bien. Au revoir. Voilà, merci Thierry Ray, membre du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, qui nous fait l'honneur de nous envoyer cette petite vidéo depuis Paris au nom de Tony Estanguet. Donc voilà, on vous l'a dit, la Saône-et-Loire va être terre d'accueil des centres de préparation des Jeux Olympiques 2024, des Jeux solidaires, durables et inclusifs. Voilà, c'est le défi que s'est lancé Paris 2024. Et bien du coup, la Saône-et-Loire, qui a été labellisée Terre de Jeux sur 5 collectivités territoriales, va essayer justement de marcher dans ses traces. Et on va accueillir nos invités ici présents que je vais vous présenter. On aura Lionel Duparet, qui est conseiller départemental, membre de la commission sport. On a Éric Marchand, adjoint au sport et à la jeunesse de la ville d'Autun, qui est avec nous. Moumen Achou, l'adjoint au sport et au complexe aquatique de la ville du Creusot. Jean Payebien, l'adjoint au sport et aux équipements sportifs de la ville de Mâcon. Florent Rosselli, conseiller municipal chargé des sports à la ville de Montceau-les-Mines. Gilles Verchambre, directeur des sports, qui représente sa vice-présidente du Grand Chalon, Dominique Melin. Bernard Ponce-Blanc, le président du comité départemental olympique et sportif de Saône-et-Loire. Et nous avons également Catherine Pujot, qui est avec nous en visio, qui représente le comité départemental handisport, voilà, puisqu'on a bien dit, ce sont les Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi avoir candidaté? Je vais laisser la parole à Lionel Duparet, qui va nous dire un petit mot pour ces collectivités territoriales qui ont été labellisées Terre de Jeux. C'était une volonté départementale quand a été lancée ces candidatures Terre de Jeux,
puis ensuite centre de préparation qui était appelé base arrière précédemment, c'était une volonté du département de pouvoir aussi avoir ce moyen de fédérer les communes. Nous avons fait un appel à candidature de celles qui étaient intéressées par ces labels. Les 5 communes que vous avez citées ont répondu présent et on a voulu au département mener cette candidature unique, ou en tout cas ce groupe de travail qui nous a permis aux uns et aux autres de mieux se connaître, de mieux faire connaître notre territoire à l'extérieur et d'avoir finalement un document unique pour tout le département. C'était pour nous une condition sine qua non pour la réussite, en tout cas, de ces candidatures. Et le GDOS nous a bien entendu accompagnés, motivés aussi parfois, et aidés dans cette réalisation. Ça a été vraiment une aventure particulière et très enrichissante. Et aujourd'hui, encore, nous poursuivons nos efforts puisqu'on rentre dans le vif du sujet, puisque maintenant les centres de préparation ont été annoncés et maintenant on rentre dans ces investissements, dans ces actions qui vont être menées jusqu'à Paris 2024. Merci, Monsieur Duparay. Du coup, on est sur l'échelon départemental, on va y rester avec Bernard Ponce-Blanc, président du comité départemental olympique et sportif. Un petit mot, du coup, voilà, en tant que représentant du mouvement olympique sur le territoire, c'est toujours un honneur de recevoir les Jeux olympiques sur son territoire, et encore plus quand des délégations internationales viendront se préparer sur ces villes. Effectivement, c'est un projet qui nous tenait à cœur, et avec le département et les villes, nous l'avons porté, et maintenant nous sommes, comme dit, au pied du mur, et il va falloir ensemble faire le nécessaire pour que notre département trouve une place vraiment dans le dispositif Terre de Jeux. Donc c'est un événement planétaire. C'est vrai que, je dirais, comme le Tour de France, on va parler du département, on va parler des villes, on va parler de tout ce qui touche l'économie du département, et je compte beaucoup sur ce label pour que la population puisse vivre l'événement, aller au contact éventuellement des délégations pour qu'ensemble elles puissent éventuellement proposer. Et puis c'est un côté aussi touristique. Je pense que les délégations qui vont venir chez nous auront peut-être envie de revenir, et ça, c'est à nous de faire le nécessaire pour bien les accueillir. Merci, Monsieur le Président. En effet, quelle joie d'accueillir ces Jeux. Je vais donner la parole à Jean Paye-Bien, adjoint au sport à la ville de Mâcon, bien sûr, avec des beaux équipements ici sur cette capitale de la Saône-et-Loire, hein, avec beaucoup d'activités que vous allez pouvoir recevoir en centre de préparation, l'escrime, l'athlétisme, la lutte, l'aviron, le canoë-kayak et l'équitation. Ça fera du monde à accueillir, Jean. Petit rectificatif. On n'aura pas le canoë-kayak. Par contre, on aura le rugby à 7, qu'on a dernièrement inscrit auprès du comité d'organisation des Jeux Olympiques. Oui, c'est une vraie fierté, effectivement, d'avoir postulé, parce que ces Jeux Olympiques, c'est une formidable opportunité pour montrer que nos collectivités et nos associations sont réactives et sont force de vie. Recevoir des centres de préparation olympique, ça va permettre effectivement d'activer et de faire connaître un peu plus notre bassin sportif au niveau de la Saône-et-Loire, au niveau de Mâcon. Et nous sommes très fiers effectivement d'avoir postulé pour ces 6 disciplines, aussi bien au niveau olympique qu'au niveau paralympique, parce qu'il ne faut pas oublier que ça est effectivement une vraie valeur que montrer ce sport handicap, et c'est une vraie vision pendant ces Jeux Olympiques. Merci Jean. Je vais laisser la parole à l'adjoint au sport Éric Marchand à la ville d'Autun. À la ville d'Autun, vous allez accueillir le VTT et le triathlon. Voilà. Quelles sont pour vous les opportunités économiques que cela va dégager sur vos territoires? Quelle vision, vous, en tant qu'élu de la ville d'Autun, vous portez? Bonjour. Déjà, nous sommes des jeunes élus, puisque mon mandat a débuté donc au mois de juillet. Et c'est vrai que les dossiers déjà étaient préparés par nos prédécesseurs. Voilà, donc c'est vrai que nous, d'accueillir donc
le VTT cross-country, c'est une grande préparation puisqu'il faut que l'on fasse, je dirais, l'ensemble de la piste, l'ensemble je cherche mes mots. Des équipements, voilà, merci beaucoup, des équipements, et aussi pour le triathlon et pour le paratriathlon. Donc, voilà. Merci. On continue cet éclairage territorial avec la ville du Creusot. Moumen Achou, adjoint au sport. Voilà, quelles sont pour vous les ambitions qui sont portées par votre territoire au travers de ce label Terre de Jeux? Alors, avant de répondre aux ambitions, je voudrais juste dire d'abord une vraie fierté d'avoir candidaté d'abord dans un premier temps, remercier les services qui ont fait un gros travail aussi en lien avec le conseil départemental que je salue aujourd'hui, qui a réussi aussi à fédérer ces 5 villes pour avoir cette dynamique nécessaire, pour avoir, on l'espère en tout cas, chacune de nos villes avoir à accueillir une équipe. Au Creusot, quelques chiffres, mais très rapidement, sans vouloir trop en faire. 22 000 habitants, 54 clubs, 5200 licenciés à peu près. Voilà, à travers ces chiffres, j'ai envie juste de dire que c'est une belle reconnaissance. La ville du Creusot a des équipements aussi à faire valoir, et c'est une vraie fierté pour l'ensemble des habitants creusotins. Et voilà, donc on est bien content d'être avec vous aujourd'hui. Merci de nous faire part de vos émotions, parce que voilà, quand on parle de sport, forcément, on fait vibrer les émotions, et le sport, c'est ce qui fait un peu décloisonner aussi un peu tous les secteurs, le social, l'économique. Voilà, un petit éclairage également avec Florian Rosselli, conseiller municipal à la ville de Monceau-les-Mines. Voilà, Monceau qui va accueillir la gymnastique. Bonjour. Également, merci aux services de la ville qui ont travaillé sur ce dossier et au conseil départemental. C'est vrai que Monceau a une identité pour la gym avec le pôle espoir, avec d'anciens champions, avec de nouveaux futurs champions, on l'espère. Et c'est vraiment on peut dire une terre de gym, Monceau, et au-delà, même plus haut, c'est une ville sportive qui nous permet aujourd'hui de pouvoir accueillir une équipe nationale pour la gym. Donc, on est très fiers puisque c'est vraiment dans la continuité de la dynamique qu'il y avait déjà dans ce club de gym avec la fusion des clubs qui permet une harmonisation des pratiques entre les sports amateurs et sports plutôt pro. Donc c'est une vraie fierté et on sera à la hauteur de l'événement. Merci Florian pour cet éclairage. On remonte un peu au nord du département avec le Grand Chalon, compétences communautaires pour le sport, avec Gilles Verschamp, le directeur des sports qui représente sa vice-présidente. Un petit mot, Gilles, pour dire dans le cadre de la préparation de ces Jeux, comment on va entrevoir des manifestations événementielles, des travaux à envisager aussi pour l'aménagement des équipements. Oui, bonjour, merci de me donner la parole, et je voulais déjà préciser que Chalon et le Grand Chalon se sont associés pour porter cette candidature Terre de Jeux et Centre de préparation. Donc, c'est 2 collectivités qui ont travaillé la main dans la main, et donc on est fiers à double titre d'avoir été retenus. Effectivement, le Grand Chalon porte la gestion des équipements qui ont été choisis, donc le Colisée pour ce qui est du basket et l'espace nautique pour ce qui est de la natation, tout en ayant cette dimension handicap sur ces 2 équipements. Mais c'est tout un territoire vraiment qui est mobilisé, qui est déjà une terre de sport reconnue avec beaucoup d'infrastructures sportives. Et donc cette opportunité de valoriser, de moderniser ces équipements sportifs pour accueillir un maximum de délégations olympiques, mais pas que, aussi d'autres associations sportives et nos associations existantes comme l'Élan Chalon qui est reconnu au niveau international et le Cercle nautique chalonnais qui est un des plus gros clubs de natation de France. Voilà, donc c'est vrai, on est très très mobilisés sur cette candidature et on espère travailler avec l'ensemble des villes, le département et le DOS pour vraiment réussir cet enjeu très important. Merci Gilles. Voilà, l'union sacrée qui est faite pour ce sport ici en Saône-et-Loire. Un petit mot aussi avec Catherine Pujot du comité départemental handisport. Voilà, quelle implication les comités sportifs aussi auront à jouer, bien sûr, au niveau de cette
édition des terres de jeu, donc forcément le handicap doit être représenté dans ces JO. Oui, bonjour, merci à tous. Je voulais surtout dire que nous serons là certainement en support et nous serons présents pour répondre effectivement aux besoins et aux questions de tous ces acteurs dans le cadre des Jeux de 2024. En résumé, ce qu'on peut dire, c'est que le sport est un excellent vecteur pour créer des liens, la preuve, et je pense qu'il faut y croire et c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Voilà. Merci Catherine pour cet éclairage sur le handisport. Voilà. Une petite question aussi au département. On a parlé de cohésion. Vous êtes le coordinateur, le poisson pilote, un peu sur ces territoires d'aire de jeu. D'ailleurs, on n'oublie pas d'excuser Pierre Berthier, le vice-président du département chargé des sports, qui est représenté par vous, Lionel Duparet, aujourd'hui. Donc, 2 millions d'euros également qui vont être investis justement pour aller accompagner les différents événements qui pourront se faire ou les différents porteurs de projets. L'idée aussi de cette dynamique, c'est de pouvoir, comme on l'a dit, avoir cette vitrine départementale au niveau mondial pour les équipes qui, bien entendu, qu'on accueillera, mais aussi permettre une communication diverse et variée pendant nos événements, puisque chacune de nos communes organise aussi des manifestations nationales, voire internationales. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on peut faire valoir notre territoire, au-delà, bien entendu, des atouts habituels qu'on fait valoir pour le tourisme. Cette enveloppe de 2 millions d'euros à destination des communes servira à mettre à niveau et moderniser les équipements. On parle toujours des Jeux, des centres de préparation, donc ont lieu avant les Jeux Olympiques, mais il y a aussi l'héritage, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va laisser aussi derrière. Et ce qu'on veut, c'est avoir cette aide de 2 millions d'euros pour que ces équipements puissent perdurer dans l'avenir et avoir une qualité suffisante. Alors on parle bien entendu de ces jeux solidaires, durables et inclusifs, et je dirais dans ces 3 mots sont rassemblés l'objectif, c'est-à-dire des bâtiments qui bien sûr sont économes en énergie, durables, accessibles. On sait que dans les bâtiments publics la difficulté se pose et on doit répondre à tous les publics pour l'accès à ces équipements et l'embellissement bien entendu architectural, mais il faut aussi que ça corresponde à une pratique sportive et à un accueil, que ce soit des athlètes ou du public, de qualité, par les outils modernes, par de la signalétique et autres. Donc c'est tout cet ensemble qui nous permettra d'avoir des équipements de qualité, et on a l'avantage aussi dans cette équipe d'avoir finalement chacun nos sports entre guillemets, puisque dès le début, et c'est ce qui nous a permis de nous fédérer, c'est que nous ne concourions pas pour les mêmes sports, donc ça permettra aussi dans la Saône-et-Loire d'avoir des équipements dans pratiquement tous les sports de très haut niveau, et ça peut être notre fierté départementale. Merci Monsieur Duparet. N'hésitez pas à réagir si vous avez des questions à poser à nos représentants des collectivités territoriales, à nos représentants des comités départementaux qui sont là avec nous. Je vous propose, avant de se lancer dans ces questions des internautes, de visionner le clip vidéo du département Terre de Jeux vidéo qui avait été réalisé il y a déjà 1 an au moment de la candidature des villes pour accueillir les centres de préparation des Jeux Olympiques 2024. Voilà, cette vidéo qui préparait justement la candidature et le département qui accompagnait. Alors, on a une petite question là sur Internet qui nous dit comment inclure l'ESS justement dans l'investissement de ces jeux, comment intervenir dans l'entretien des sites sportifs, les marchés des équipements, des travaux d'extension. Comment vous visionnez à peu près l'intégration justement des clauses d'insertion?
qui souhaite prendre la parole pour éclairer? Monsieur Marchand. Oui, je veux bien prendre la parole. On a parlé tout à l'heure donc des marchés publics et puis des clauses. Nous, Ville d'Autun ou comité de communes, nous insérons déjà des clauses dans le cadre de différents marchés publics. Donc, nous allons donc rénover un bâtiment public dans l'espace sport nature, justement pour les JO. C'est donc une base d'accueil du départ futur stade VTT, centre de préparation. Nous allons faire donc appel à des entreprises dans le cadre de marchés publics. Dans ces marchés, donc une clause s'est insérée en partenariat avec le centre local d'insertion pour l'emploi, donc qui était basé à Autun, pour que l'entreprise qui intègre par l'insertion ait l'obtention du marché. Ce qui permet à ces personnes de se réinsérer dans le monde du travail et pourquoi pas embaucher par la suite cette personne. Donc ça peut être une entreprise du bâtiment ou une entreprise, je dirais, d'espace vert. Donc un double intérêt, l'intérêt donc pour la personne qui est, je dirais, éloignée de l'entreprise et donc aussi un intérêt donc pour l'entreprise elle-même. Voilà, donc c'est pour ça, depuis tout à l'heure, donc on parlait de ces clauses. Nous, sur Autun, voilà ce que l'on peut faire dans le cadre des clauses et des entreprises. Très bel exemple, voilà, qui montre justement les passerelles qui peuvent se créer. Gilles, une réaction? Nous n'avons pas attendu la candidature sur terre de jeu pour déjà intégrer dans nos marchés un contexte environnemental. Et on essaye aussi d'investir dans des travaux qui limitent justement la consommation d'énergie. Je vous donne quelques exemples, comme à l'espace nautique, nous avons travaillé sur des systèmes de consommation centralisés qui nous permettent de faire des économies d'eau et, je dirais, limiter l'impact environnemental. Nous passons en LED la plupart de nos éclairages sportifs pour justement aussi travailler sur ces économies d'énergie. Donc, je pense que la candidature va accélérer encore plus ce mouvement et continuer à nous donner de l'énergie pour investir sur ce type de consommation qui nous permet d'être un peu dans un concept de solidarité. Responsable, voilà, comme il a dit Tony Estinguet. Pour revenir aussi au parcours VTT, par exemple, nous allons reprendre des matériaux qui sont déjà existants sur le terrain. Voilà, c'est aussi des choses qui peuvent être... Voilà, l'héritage qui restera de cette réhabilitation. Est-ce qu'il y en a d'autres qui souhaitent réagir? Monceau-les-Mines, Florian. Alors pour Monceau, on a aussi fait des études sur le gymnase Jean Bouvry pour la gym, avec déjà des travaux de réaliser, et ensuite une deuxième phase pour également faire encore des travaux. On est en étude en ce moment pour y regarder, avec des soucis vraiment où on veut vraiment que l'accessibilité et l'offre de pratique soient au cœur de la rénovation, mais également le développement durable. C'est des choses qu'on a déjà fait, qu'on va encore faire, et qui aussi va permettre aux entreprises locales de se positionner, parce qu'on sait que avec la crise sanitaire, c'est toujours compliqué. Donc, ça pourrait aussi aider les entreprises locales. Merci beaucoup pour cet éclairage. Voilà, les questions de nos internautes sont maintenant terminées. Est-ce qu'on a encore des réactions? Voilà, le tisser du lien, voilà, entre vous qui représentez les collectivités territoriales, Monsieur Ponce-Blanc qui représente le mouvement olympique. On sait qu'il va falloir justement essayer d'ouvrir son spectre sportif justement sur ces problématiques d'économie sociale et solidaire pour essayer de, via cet événement international, utiliser toutes les forces vives et justement fédérer les forces vives, les filières du territoire de Saône-et-Loire portées par le département. Donc on vous remercie d'avoir répondu présent à cette invitation du département pour ce salon de l'économie sociale et solidaire. Vous souhaitez bon courage maintenant dans l'aménagement de vos villes, de vos collectivités territoriales pour cet accueil des centres de préparation, la fierté de la France d'accueillir les Jeux olympiques et paralympiques. Monsieur Ponce-Blanc. Je voulais bien sûr remercier les villes de cet engagement qu'ils viennent de prendre, ainsi que le département qui va piloter
avec le comité olympique départemental tout ce programme. C'est un travail en commun que nous menons, c'est un travail avec la jeunesse, hein, et je pense que là aussi, grâce à ce partenariat que nous avons avec les collectivités, les classes olympiques vont pouvoir encore se développer davantage, et je pense que c'est là le tissu, le terreau qu'on va, disons, développer jusqu'en 2024. Et il est important qu'avec l'éducation nationale, les collèges, les classes primaires même, on porte ces valeurs de l'olympisme qui, pour nous, sont très importantes. Donc le monde commercial sera derrière nous. Il ne faut pas rêver non plus, hein. Il y a des, comme l'ont dit mes collègues, il y aura certainement des contraintes, mais ces contraintes, c'est à nous de les surmonter. Et ce qu'il faut tenir compte, c'est l'avenir de ces équipements, la qualité de ces équipements qui vont nous permettre après d'organiser un championnat de France, un championnat du monde, un championnat d'Europe, etc. Donc merci à vous les élus du travail que vous faites, parce qu'on travaille pour l'avenir et c'est aussi le but de notre action aujourd'hui, c'est quelque chose de durable dans le temps. Merci beaucoup pour cet éclairage. Je vous remercie à vous, messieurs. Et on va enchaîner maintenant sur la troisième table ronde. Je vais vous laisser quitter l'hémicycle sur le côté droit. Et du coup, pour enchaîner tranquillement, donc remercier bien sûr les 5 collectivités territoriales qui étaient présentes avec nous ici autour du département de Saône-et-Loire. Pierre Berthier, le vice-président qui est excusé, qui était représenté par Lionel Duparet, la ville de Mâcon, la ville d'Autun, la ville du Creusot, la ville de Montceau-les-Mines, et le Grand Chalon et la ville de Chalon, le comité départemental olympique et sportif. Voilà, on enchaîne avec la troisième table ronde. Salon de l'économie sociale et solidaire organisé par le département. J'ai presque envie de dire fort de la réussite du premier salon de l'année dernière. Cette année, nous avons fait le choix pour faire encore œuvre de plus de pédagogie, de l'ouvrir au grand public l'après-midi. 90 exposants, c'est 20 de plus que l'année dernière. 550 personnes inscrites. Donc oui, beau succès, bel accueil. Le rôle du département, c'est d'animer, de piloter, de faire œuvre de lien. Et puis, c'est de valoriser et d'évaluer des politiques publiques pour que tout le monde travaille le plus en lien possible et le plus en cohérence possible. Le département, c'est vraiment le meilleur fédérateur pour pouvoir aider. L'économie sociale et solidaire, ça veut dire une économie qui prend en compte l'humain avant les profits. Les valeurs sont très importantes. Un minimum d'éthique, quoi. Un petit supplément d'âme. Social, en gros, c'est les personnes, c'est nous, c'est tout le monde, quoi. C'est quelque chose qui attire les jeunes générations. Le nom est méconnu. On sait pas si méconnu que ça. Mais l'esprit, rendre service, population, etc. fonctionne depuis très longtemps et fonctionne très bien. Et c'est ça, la cohésion sociale, en fait. Voilà. Voilà, le best-of des salons ESS 2018 et 2019. On va enchaîner du coup avec ce troisième sujet de l'après-midi. L'ESS, une économie à fort potentiel en Saône-et-Loire. Et donc on retrouve Isabelle Dechaume, la vice-présidente en charge de l'insertion sociale et professionnelle au département, qui va ouvrir cette table ronde, voilà, avec en nous éclairant sur les types de marchés, les appels d'offres qui pourront être publiés, comment accéder aux appels d'offres des jeux, comment se faire connaître. Et on enchaînera avec Gilles Verdure de Paris 2024 qui sera avec nous en visio depuis Paris. Bonjour, bonjour Gilles. Est-ce qu'il nous entend, Gilles ? Je vous entends très bien. Ravi d'être avec vous. Désolé de ne pas pouvoir être sur place. Merci en tout cas d'être avec nous. Et on aura également Pia Lefischer, chef de projet animation territoriale ESS 2024 de l'association Les Canaux. Voilà, qui seront... Oui, bonjour à toutes et à tous. Qui nous éclaireront. Donc voilà, Isabelle, un petit point justement sur l'ESS en Saône-et-Loire, un éclairage, un parallélisme avec CJO 2024.
Je crois que vous l'avez vu dans la table, enfin de la thématique précédente. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir les JO 2024 qui s'inscrivent complètement dans cette thématique ESS. Et évidemment, il était important, enfin, en tout cas, il nous a semblé important au département de Saône-et-Loire de se lever dans cette possibilité qui va être ouverte, puisque ça fait écho aussi à la première table ronde, c'est-à-dire que les possibilités de marché, ça je vais laisser la parole aux professionnels qui sauront bien mieux répondre que moi. En revanche, moi ce que j'ai retenu, c'est qu'avec ces groupements de candidatures, c'est presque, j'ai envie de dire, la petite sœur économie sociale et solidaire qui peut prendre sous son aile les acteurs de l'économie classique pour aller chercher et défendre des candidatures sur des marchés publics ouverts. Et ça, je trouve que c'est assez innovant. C'est assez paradoxal aussi, parce que habituellement on voit l'ESS comme une espèce de sous-économie. J'ai souvent entendu ça, et c'est pas une sous-économie, c'est une économie qui est très complémentaire de l'économie dite classique. Et on voit bien d'ailleurs, et je parle sous le contrôle des représentants des branches patronales, on voit bien que l'économie classique vient aux valeurs de l'économie sociale et solidaire, et j'ai presque envie de dire, peu importe qui a été le premier à prendre l'initiative, on s'en fiche. Quand on parle de RSE, on voit bien là aussi que beaucoup d'entrepreneurs font de la RSE au quotidien, sauf qu'ils ne le savent pas, parce qu'ils ne savent pas l'identifier, parce qu'ils n'ont pas le temps non plus de l'identifier. On a aussi des partenaires sur ce département de Saône-et-Loire qui, via des labels, mettent en avant les pratiques RSE de certains de nos entrepreneurs, parce qu'on sait, ça a été dit dans la vidéo de l'année dernière, mais on sait que c'est un facteur d'attractivité économique important, et ça le sera à mon avis de plus en plus, et c'est peut-être l'une des conséquences positive, parce qu'il va quand même bien falloir qu'on en trouve au milieu de tout ça, de tout ce marasme. C'est peut-être l'une des très rares conséquences sympathiques de la Covid, parce que on arrive à cette idée de collégialité dans la décision, à cette idée de partage au quotidien, et à cette idée de consommer du local, d'être au plus près sur des locales. Donc l'ESS a toute sa place dans l'économie classique, elle a toute sa place dans la vie économique d'un pays, et plus spécifiquement peut-être en Saône-et-Loire, et puis elle a toute sa place aussi dans l'attractivité économique de nos territoires. Nous sommes des territoires qui... la Saône-et-Loire a besoin de récupérer des gens, de voir des nouvelles générations, soit qui feront le choix de rester, soit qui feront le choix de venir à nous. Et c'est toute cette mise en lien, cette mise en relation et cette mise en avant d'une autre pratique économique qui nous permettra d'être encore plus attractifs demain. Tout à fait, Isabelle, vous parlez d'attractivité économique, ça me fait le lien avec notre invité qu'on a en duplex de Paris, Gilles Verdure, qui est manager d'attractivité économique, sociale et territoriale auprès de Paris 2024. Alors, Gilles, des interrogations et des avis vis-à-vis de Paris 2024 de la part des collectivités labellisées, de la part de tout le secteur économique, qu'il soit économie solidaire et sociale ou l'économie classique. Pourquoi faire du lien avec la Saône-et-Loire dès maintenant, alors que les Jeux Olympiques ont lieu dans 4 ans? Voilà, avez-vous des exemples concrets de marché public? Comment pensez-vous investir le champ des possibles avant les Jeux Olympiques Paralympiques 2024 sur le territoire de la Saône-et-Loire? Quelle sorte d'écosystème pensez-vous mettre en œuvre, Gilles? Alors, il y a 2 questions dans votre interpellation. Il y a la question du temps. Pourquoi si tôt? Puisqu'on est quand même à 4 ans des Jeux. C'est déjà dans le titre du salon, enfin dans le sous-titre du salon, hein, les opportunités économiques et l'activité de demain, elles se construisent dès aujourd'hui, je crois. Et donc ça, c'est très important de pouvoir démarrer le plus tôt possible. Je vous donne un exemple, je ne vous citerai pas la ville, mais sur une autre édition des Jeux, une ville hôte s'est rendue compte qu'elle avait une problématique d'agent de sécurité quelques semaines avant les Jeux, et elle n'a pas pu y répondre en professionnalisant les personnes. Elle a dû faire appel à l'armée plutôt que de développer le secteur de la sécurité. Et donc là, typiquement, c'est un domaine qu'on prend à bras-le-corps dès aujourd'hui pour pouvoir y répondre dans 4 ans. Ça, c'est la question du temps. La deuxième question, c'est pourquoi, alors que la quasi-totalité des épreuves vont se dérouler en région parisienne, on vient aujourd'hui, et j'ai le plaisir de venir, j'aurais préféré venir physiquement, mais à la rencontre des acteurs de la Saône-et-Loire,
alors que, encore une fois, les épreuves vont se dérouler très majoritairement en région parisienne. Bah, pour la bonne et simple raison, et il y a 2 raisons derrière ça. La première, c'est qu'une question de nécessité. On se doit d'embarquer dans l'aventure tout le pays. Je vous donne quelques chiffres pour vous situer l'événement planétaire dont parlait le président Ducdos tout à l'heure. 28 sports olympiques, 22 sports paralympiques. C'est comme si on organisait, je caricature un tout petit peu, mais c'est comme si on organisait 40 championnats du monde en même temps. On va accueillir près de 200 délégations, 15 000 athlètes, 20 000 journalistes, près de 50 000 bénévoles. Et donc, c'est un événement sans commune mesure qui nécessite, au-delà d'une ville haute, l'engagement de tout un pays pour y arriver. Mais au-delà de la nécessité, parce qu'il n'y a pas que la nécessité derrière ça, c'est un engagement qu'on a porté dès la candidature et c'est un souhait d'embarquer encore une fois l'intégralité du pays dans cette formidable aventure, avec l'ambition derrière que le sport, et ça a été dit à plusieurs reprises tout au long des tables rondes, que le sport peut changer les vies. Une ambition volontariste très forte sur le rôle du sport, sur ses valeurs, sur la manière dont ça peut générer des partenariats, de l'innovation, de l'envie de se surpasser, du travail en équipe, du respect des règles également, puisqu'il y a des marchés derrière les opportunités économiques, mais que le sport pouvait porter tout ça. Et au sein de Paris 2024, à la fois sur les questions de santé, d'engagement citoyen, d'éducation, ça a été dit également, mais aussi de développement économique et d'emploi, on souhaite se saisir de ce modèle, de ce nouveau modèle des Jeux, de cette ambition responsable pour essayer de créer et d'être à la hauteur de l'événement en 2024. Et pour ça, il faut démarrer le plus tôt possible. Et dans tous les domaines, on essaye du coup d'aller à la rencontre pour une bonne et simple raison, c'est de s'appuyer sur l'ensemble des acteurs locaux. C'est-à-dire que d'un point de vue purement économique, la dimension responsable, on aurait pu la mettre dans les marchés et puis publier les marchés et attendre que les gens répondent. Non, là, l'idée, c'est d'arriver le plus tôt possible sur l'ensemble des territoires et d'aller discuter le plus tôt possible avec l'ensemble des acteurs, de faire ce qu'on appelle un peu techniquement un sourcing inversé, c'est-à-dire d'aller à la rencontre, parce que vous l'avez dit à de multiples reprises, les acteurs de l'ESS sont aussi des acteurs très innovants, capables de faire preuve de beaucoup de réactivité, de beaucoup d'intelligence. On le voit par rapport à la crise, mais c'était déjà le cas avant, de faire preuve de beaucoup d'intelligence pour s'engager dans des propositions que nous sommes prêts à entendre avant même la publication des marchés. Et c'est ça qui est important aussi, c'est que cette rencontre-là, quand elle se fait bien en amont, le jour J, le jour de la publication des marchés, nous serons au rendez-vous parce que nous aurons écouté l'ensemble des innovations que les acteurs économiques nous auront proposées en amont. Et les acteurs économiques seront également au rendez-vous et pourront du coup produire des offres qui seront à la hauteur des ambitions dont je parlais tout à l'heure. Alors concrètement, qu'est-ce que ça signifie que d'essayer de travailler le plus tôt possible et avec l'ensemble des territoires? C'est déjà de s'inscrire dans les dynamiques territoriales que vous avez évoquées, évidemment la labellisation des territoires terres de jeu, évidemment les centres de préparation, et je salue tous les investissements qui sont faits par le département, par les villes, pour être au rendez-vous et pour investir sur les équipements sportifs, pour travailler sur l'avenir de ces équipements, pour accueillir et pour travailler sur la dimension touristique du département et de ces villes au moment de l'événement. Et donc, cette dynamique territoriale, elle va perdurer. Elle va le perdurer également avec le passage de la flamme, mais elle va perdurer jusqu'aux Jeux et elle perdurera, nous l'espérons, d'un point de vue touristique, après les Jeux. Et puis, très concrètement aussi, comment on peut générer des opportunités économiques et les saisir? En ce qui nous concerne, ce sont nos 2,5 milliards d'achats. Vous me demandiez tout à l'heure, Julien, de vous fournir quelques exemples concrets. 2,5 milliards d'achats, c'est une énorme dynamique qui se met en branle, sur lesquelles, effectivement, toutes et tous, entreprises classiques, petites, moyennes ou grandes, entreprises de l'économie sociale et solidaire, peuvent être au rendez-vous pour justement essayer de créer ces fameux partenariats, ces fameux consortiums pour répondre à ces marchés. Aujourd'hui, la consommation de ces 2,5 milliards est au tout début. Nous avons consommé environ 5% de notre budget. Donc, ça veut dire qu'il reste 95%, et c'est sur ces 95%-là que tout le travail que nous faisons sur le terrain auprès de chacune et de chacun d'entre vous doit pouvoir payer pour que vous soyez au rendez-vous demain. Alors, c'est une compétition. Tout le monde ne sera pas retenu. Effectivement, dans les marchés, il y a un gagnant, des perdants. Mais pour autant, dans les échanges que nous pouvons avoir, nous souhaitons mettre en œuvre tout ce qu'il est possible pour que vous soyez au rendez-vous demain. Ça veut dire quoi, tout mettre en œuvre dans ce qui est possible?
Pierre Le Fischer, notre partenaire de l'association Les Canaux, va vous l'expliquer pour justement être au rendez-vous et lever les freins qu'on a entendus sur la première table ronde autour de la difficulté à répondre à des marchés, autour des contraintes administratives. Toutes ces choses-là, on les a pris en considération aussi en se disant c'est pas suffisant d'arriver avec un beau discours et beaucoup d'enthousiasme. Il faut aussi que d'un point de vue très méthodologique, on puisse aider l'ensemble des acteurs, les plus petits et les autres, ceux issus de l'économie sociale et solidaire ou les entreprises classiques, à être au rendez-vous et à pouvoir répondre, voire même répondre ensemble dans de nouvelles modalités de collaboration qui nous permettront de se saisir de ces fameuses opportunités professionnelles, soit qui sont générées directement par Paris 2024, soit qui sont générées par les territoires qui s'engagent avec nous. Merci Gilles, on va embarquer avec Paris 2024. Je vais donner la parole maintenant à Pierre Le Fischer qui va justement nous donner un éclairage plus concret. Pierre, est-ce que tu peux nous expliquer comment cette dynamique va se mettre en place en termes d'animation territoriale? Y a-t-il déjà des rendez-vous de prévus sur le département de la Saône-et-Loire? Oui, effectivement, merci beaucoup Julien et merci beaucoup Gilles pour l'intervention. Je veux vraiment expliquer que le 2024, c'est le grand année de tous les opérations de la République française pour faire en sorte que les entreprises de la vie aussi les en réflexion pour trouver le marché des jeux. Effectivement, je vais insister encore une fois sur ce que Gilles, la dynamique en deux année, plusieurs centaines de marchés. Donc c'est pour ça qu'on a aussi besoin de mobiliser le tissu économique national et sous toutes ses formes. Ensuite, forcément, on est tout à fait conscient que toutes les entreprises n'ont pas forcément la taille ou les reins pour aller se positionner sur des opportunités économiques en dehors de leur territoire. C'est là que les groupements, comme l'exemple que j'ai cité tout à l'heure, peuvent être utiles, mais aussi c'est aussi là que les opportunités locales liées au jeu, tout ce qui a été cité par les élus Terre de Jeu tout à l'heure, vont avoir leur importance. Et c'est là aussi que la SS 2024 entre en jeu. Donc concrètement, on propose nous une série de services gratuits aux entreprises qui sont de l'information, de l'accompagnement juridique et technique à toutes vos questions, que les entreprises aient déjà répondu à un marché ou alors jamais. Et puis, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on les accompagne jusqu'à la remise de réponse. Évidemment, on n'écrit pas à leur place, mais par contre, on va pouvoir effectivement les mettre en contact, réussir à leur détailler quelles sont les exigences du marché, quels sont les critères sur lesquels il faut insister, etc. Notre objectif, in fine, c'est qu'on puisse avoir une offre qui intègre de l'économie sociale et solidaire dans chaque réponse au marché des jeux. On n'y arrive pas encore tout à fait parce qu'il y a effectivement des marchés qui sont plus ou moins propices au positionnement de l'économie sociale et solidaire, mais c'est notre objectif et on y travaille. Concrètement, dès qu'un marché est publié, les entreprises peuvent avoir accès à l'information via ESS 2024 et peuvent être accompagnées. L'idée, c'est que on lève tous les freins qui ont été signalés en début de cette conférence pour permettre aux différentes structures de l'ESS d'accéder au marché des jeux. Pour revenir sur ce qui se passe sur votre territoire, on pourrait pas faire tout ça et on pourrait pas venir à votre rencontre sans tout le travail qu'on a initié avec les réseaux locaux qui ont pris la parole tout à l'heure. Donc, en fait, pour qu'on se rencontre, pour que les entreprises connaissent ESS 2024 et du coup aillent se référencer sur ess2024.org pour faire connaître leurs solutions et accéder à tous nos services d'accompagnement, on a besoin des réseaux, on a besoin de tous ces relais locaux. Ça passe par des événements et c'est pour ça que, encore une fois, je remercie le département de nous avoir invités à nous faire connaître et à travailler sur cette thématique ensemble aujourd'hui. Mais ça passe aussi par des événements spécifiques comme celui qu'on organise la semaine prochaine avec l'ensemble des réseaux de l'insertion par l'activité économique de Bourgogne-Franche-Comté, justement pour travailler spécifiquement sur l'accès des SIAE aux opportunités économiques des Jeux de Paris 2024. Donc, je ne serai pas plus long, vous pourrez continuer si vous avez des questions après. Mais souvenez-vous que les opportunités des jeux, effectivement, vous concernent vous aussi, entreprises de Saône-et-Loire, que Paris 2024 met tout en œuvre pour que vous puissiez répondre à ces marchés, notamment un outil à votre disposition qui est ESS 2024 et qui est accessible aux TPE, PME et ESS. Et il y a différents points de rencontre qu'on organise, malheureusement beaucoup en digital en ce moment à cause des normes sanitaires, mais qui vous sont accessibles malgré tout. Voilà.
Un dernier mot, on est envers les collectivités cette fois-ci, on est aussi évidemment à la disposition des collectivités pour répondre à vos questions et accompagner cette démarche Terre de jeu pour qu'elle soit aussi vraiment favorable aux entreprises de vos territoires. Merci Pia pour voilà, cet éclairage plus concret justement pour avoir des sources d'informations en tout cas et pour aiguiller les entreprises. Je sais qu'on a déjà des questions qui commencent à arriver, on va y répondre à la fin. Je vais laisser la parole maintenant à nos têtes de réseau de l'ESS qui sont là, nos représentants du secteur marchand également. Comment vous, acteurs de l'ESS, des entreprises du secteur classique, vous allez vous saisir de ces opportunités? Marie-Camille, par exemple, le MEDEF. Je pense qu'effectivement, c'est une formidable opportunité qui est offerte à tous les acteurs économiques du département, quels qu'ils soient, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité, ESS compris, bien évidemment. C'est une formidable opportunité de développement, d'emploi et de connaissance aussi de notre territoire. Je le vois comme un outil d'attractivité. Et je pense qu'il est effectivement très important de pouvoir communiquer, accompagner les entreprises, les associations, les différents acteurs économiques du territoire pour pouvoir répondre en collaboration via des coopérations sur les différents appels d'offres. Pour vous donner un petit peu plus de concret et vous montrer un petit peu qu'il y a déjà des choses qui se passent dans notre beau territoire. Par exemple, on organise tous les ans des partenariats avec les Pites de Velay où on a des chefs d'entreprise qui se déplacent pour aller faire des simulations d'entretien d'embauche pour les jeunes de l'EPID. On a un partenariat depuis 18 ans avec la GFIP. On organise par exemple des job dating uniquement dédiés aux personnes en situation de handicap. Il y a déjà sur le territoire, et même si c'est pas suffisamment développé, il y a déjà des choses qui existent. Et les liens entre l'économie sociale et solidaire et le reste des entreprises existent déjà. Donc maintenant, charge à nous de travailler en bonne intelligence, dans l'engagement pour pouvoir le développer encore plus. Super, voilà, des passerelles qui existent déjà, qui seront encore plus, on va dire, mises à contribution avec cet apport d'activité voilà, qui sera mis en place par ce jeu international. Qui veut réagir? Michael, un peu pour l'ESS? Oui, je partage complètement les propos que vient de tenir Marie-Camille. Concrètement, au niveau des réseaux de l'insertion, comme l'indiquait Pia, on va avoir un webinaire la semaine prochaine avec ESS 2024, justement pour présenter à l'ensemble des structures de l'insertion par l'activité économique, et il y en a 200 sur la région Bourgogne-Franche-Comté, ce que seront ESS 2024 et comment on peut s'inscrire dans cette dynamique-là. Pour rebondir sur ce que disait Marie-Camille, c'est vrai que aujourd'hui, on est dans une période où la solidarité doit être effective. Elle l'est d'autant plus sur le point de vue sanitaire, mais elle va l'être sur le volet économique. On a concrètement à construire ensemble l'avenir de demain. Faisons fi de l'ESS, de l'économie classique. On est dans une économie. Travaillons ensemble demain pour pouvoir répondre aujourd'hui aux enjeux du territoire. Il y aura aussi une gestion prévisionnelle des emplois et puis des compétences à avoir. Parce que clairement, la casse sanitaire risque de s'accompagner d'une casse sociale aussi. Donc, il y aura des opportunités. ESS 2024 peut être aujourd'hui un effet d'attractivité important sur le territoire. Profitons-en pour travailler ensemble. La dynamique qu'on en a pu créer dans le cadre du PTI, si on peut la perdurer à travers ESS 2024, en associant tous les acteurs économiques du territoire, quels qu'ils soient, je crois qu'on aura tout à gagner tous ensemble. Tout à fait. Et du coup, cette plateforme intuitive dont parlait Pia, c'est aussi là pour référencer, aussi pour se faire connaître auprès de la strate parisienne. Karen, vous voulez réagir? Merci. Outre l'opportunité, on va dire, économique, cette plateforme de SS 2024 est pour moi aussi l'opportunité à certaines structures d'insertion d'oser. On a parlé beaucoup de freins, effectivement, lourdeur administrative, voilà, comment répondre à un appel d'offres, à cette commande, etc.
Et je pense qu'effectivement, Pia le disait, qu'il y aura un véritable accompagnement à la rédaction de la réponse à l'appel d'offres. J'y arrivais. Mais c'est surtout, voilà, c'est nous en tant que réseau, puis aussi le département et tous les acteurs économiques, c'est de les accompagner, ces structures, soit petites, de les aider justement, oser, effectivement, même si vous ne réussissez pas à avoir ce marché, peu importe, vous avez travaillé, c'est une manière de les valoriser eux. Et effectivement, peut-être, là aujourd'hui, vous n'avez pas réussi à obtenir un appel d'offres, tant pis, peut-être que c'est un exercice et la prochaine fois, vous allez réussir. Et puis, c'est une manière, effectivement, c'est une opportunité aussi de découvrir les autres acteurs territoriaux, que ça soit économique, mais aussi départementaux, enfin bon, tout institutionnel. Et voilà, c'est outre ça, moi, j'espère, en tout cas, on va les accompagner dans prendre confiance en eux et de les valoriser et justement de montrer, bon là, je parle pour les structures d'insertion, mais de montrer de quoi elles sont capables. Et voilà, pour moi, c'est un véritable test pour de belles opportunités et qu'elles prennent confiance en elles. Voilà. Merci Karen, c'est important. On continue avec Vanessa, justement sur les TPE, les PME. Oui, alors ce que je voulais dire, donc on parle d'opportunités depuis tout à l'heure, mais effectivement, je pense que dans le contexte actuel, ça constitue une belle bouffée d'optimisme en fait, cette opportunité des jeux et des marchés qui vont être mis en place pour ces jeux. Alors ça passera par plusieurs points. Là, j'en reviens à ma casquette de représentante des TPE-PME, mais c'est vrai que les TPE-PME ont l'air d'être vraiment sollicités dans ce projet. Ça sera important aussi, voilà, de peut-être donner priorité aux entreprises du département pour répondre à ces appels d'offres. Et puis, quelque chose qui est un petit peu, on en parlait tout à l'heure en off, c'est que les TPE-PME finalement mettent en place beaucoup d'actions d'insertion sans s'en rendre compte en fait. Et je pense que ça va être vraiment, ça sera vraiment le moment de se mettre en relation justement avec les différents organismes d'insertion pour créer une émulation et créer quelque chose de concret autour de l'insertion justement des personnes, de l'insertion au sein des entreprises TPE, PME ou plus grosses entreprises. Voilà, et je pense que la CPME sera très heureuse de participer à cet élan solidaire. Tout à fait, de l'optimisme, c'est important dans cette période. Une réaction avec la GFIP Oui, tout à fait. Alors moi je partage, 2024, c'est super, enfin, dans cette période où on a très très peu de visibilité, qu'on n'arrive pas à faire des projets, c'est extraordinaire. Ça peut être vraiment un très très bon terrain d'expérimentation. Tout à l'heure, j'ai entendu aussi anticiper. Je pense qu'il faut vraiment anticiper. Et nous, on sera là aussi pour accompagner les entreprises, aussi bien les entreprises classiques que l'IAE, parce qu'on travaille déjà, et l'IAE travaille beaucoup aussi avec les entreprises adaptées, il ne faut pas les oublier. Nous, on va essayer de faire en sorte d'accompagner tout ce tissu économique aussi à monter en compétences, aussi sur la prise en compte des personnes en situation de handicap. On a des outils pour ça, on sait déjà professionnaliser, on anime déjà un certain nombre de clubs, donc on pourra être là, puis anticiper aussi sur les compétences, comme vous disiez, hein, il faut les anticiper pour qu'elles puissent être là au moment où on en a besoin. Et puis, l'autre mot que j'ai retenu aussi, c'est durable. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tout s'arrête tout d'un coup. C'est comment aussi on fait en sorte que tout ça, ce sera transférable et que les personnes elles-mêmes puissent en garder véritablement des bénéfices, ainsi que les entreprises. Voilà. En tout cas, nous, on s'inscrira complètement dans ce magnifique projet. Très bien. Je vois que ça réagit. Là. On a pas mal de questions qui arrivent par nos internautes. Isabelle, comment voyez-vous la suite de cette première amorce de rencontre entre les secteurs d'activité? Quel mode d'animation territoriale et départementale pourrait se projeter? Eh bien, j'espère que ça perdurera.
Au-delà, vous savez que l'année prochaine va être une année d'élection pour le conseil départemental, donc j'ai presque envie de dire au-delà des personnes qui seront amenées à siéger dans ces murs, parce que ce qui a été insufflé depuis maintenant 2015-2016, tous ces liens de travail, de confiance, de discussions, parfois de franches, disons le mot, engueulades, mais ça fait aussi avancer. Tout ça est une richesse absolue et c'est une ressource absolue aussi dans notre capacité à imaginer ce que pourront être les politiques de solidarité demain. Le département est une collectivité qui a ce grand avantage d'être une collectivité qui reste agile. C'est gros un département, c'est gros, c'est pluriel, en même temps c'est très spécifique, il y a beaucoup de spécificités, mais nous savons rester agiles, les services restent agiles, donc tout ça est une véritable richesse et je souhaite qu'au-delà de 2020 et qu'au-delà de 2021, les choses se fassent et j'ai presque envie de dire, n'attendez pas que tout se vienne du département. Tout à l'heure, en aparté, juste avant d'entrer dans l'hémicycle, Mickaël disait il faut qu'on trouve entre nous les moyens de travailler de façon intelligente et constructive. Eh bien, il y a suffisamment d'intelligence autour de cette table et autour des différentes tables d'ailleurs dans l'après-midi qui se sont fait jour pour que... Moi, je suis assez optimiste par rapport à ça. Je sais que la volonté est là. Je crois que vous l'avez largement décliné depuis ces quelques 20 minutes et puis bien au-delà, depuis ces 4 années que je vous connais les uns les autres. Et puis nous avons des nouveaux partenaires qui nous rejoignent de manière extrêmement factuelle. Et puis nous avons des liens, je pense à nos amis qui sont à Paris aujourd'hui, Gilles Verdure et Pierre Le Fischer. Tout ça, ce sont des liens qui mettent du temps à se faire. En fait, c'est ça. On a besoin de temps. Et aujourd'hui, le temps, avec la crise, on l'a plus. Parce que l'urgence sanitaire, elle est là depuis un petit moment. Et puis l'urgence sociale, elle est là aussi. Voilà. On le voit très concrètement. Ce qu'on vit est extrêmement difficile. La précarisation d'une partie de notre population est là. Nous avons des concitoyens qui souffrent et nous avons d'autres concitoyens qui s'engagent dans des voies de précarité. Et c'est là, et je crois que ça, et moi c'est pour ça que je reste très optimiste sur la suite, c'est sur cette volonté politique au sens très noble du terme, parce que on en a tous pleinement conscience et on a tous envie que les choses s'arrangent et je crois que peut-être on aura su créer ces liens-là pour être encore plus utiles à nos concitoyens, alors plus spécifiquement à nos concitoyens de Saône-et-Loire, mais vous savez, si la Saône-et-Loire va bien, le reste de la France ira bien aussi, voilà. Merci Isabelle pour cette conclusion de ce 3e sujet. On va répondre à nos internautes on a une question assez concrète, c'est comment avoir connaissance des marchés ouverts. Donc ça serait peut-être plus une question pour nos amis parisiens. Voilà. Oui, Vous avez tous les marchés et bien avant les marchés, vous pouvez d'ores et déjà vous référencer sur cette plateforme, vous faire connaître, faire du lien avec l'ensemble des acteurs et du coup être au rendez-vous le jour des marchés. Merci beaucoup Gilles. Effectivement, pour compléter ta réponse, en fait, il faut savoir qu'il n'existe pas de plateforme en France qui réunit nationalement tous les marchés. Donc c'est souvent une des difficultés d'accès, c'est qu'on ne sait pas où les chercher. Et par contre, si vous vous inscrivez à la newsletter de l'ESS 2024 et que vous vous référencez, là vous êtes sûr chaque semaine de recevoir tous les marchés en cours, quel que soit votre secteur d'activité. Et puis si vous êtes référencé spécifiquement, au-delà de recevoir ce mémo des marchés, s'il y a un marché qui concerne particulièrement votre savoir-faire, vous recevez une proposition d'y répondre de manière personnalisée. Donc comme ça, vous êtes sûr de rien rater. Super. Rendez-vous sur ess2024.org. On continue, on a une question. Comment les TPE et les PME et structures de l'ESS peuvent se positionner alors que pour la plupart, il leur manque l'ingénierie administrative nécessaire? Qui souhaite répondre? On a Vanessa
de la CPME. Alors, effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vrai que les petites entreprises peinent à répondre parce qu'elles ont, elles priorisent souvent leur chantier en cours, etc. Et se disent qu'elles perdent du temps à répondre à des marchés qu'elles n'auront pas. Donc, comment faire c'est une bonne question. Et je pense que ça va passer par la collaboration, justement, entre les différentes organisations et la possibilité, justement, de permettre une réponse collective qui va faire que les chefs d'entreprise qui n'osaient pas répondre jusqu'à maintenant vont se dire ça y est, je peux le faire, je suis assez costaud pour répondre et je suis assez en phase avec le besoin du marché et de la commande. Je crois que Pierre aussi, voilà, je savais que tu allais réagir. Vas-y Pierre. Bravo Julien, quelle anticipation. Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, quand la lourdeur administrative et la difficulté de mettre en place cette ingénierie que vous mentionnez et qui est très juste, nous, on est là pour l'alléger aussi. C'est-à-dire que cette lourdeur, on l'aperçoit aussi quand on n'a pas forcément l'habitude d'y répondre. Il faut savoir que plus on répond à des marchés, plus en fait on se rend compte que c'est toujours les mêmes pièces, toujours un peu la même manière, avec certaines pièces juridiques que vous préparez une fois et qu'après vous pouvez remettre dans tous les dossiers. Alors évidemment, par contre, il faut personnaliser sa réponse à chaque fois, mais là c'est le talent de l'entreprise qui parle et pas juste les pièces juridiques. Mais donc en fait, oui, ça prend un peu de temps au début, mais disons que nous, on va essayer déjà à répondre à toutes vos questions juridiques et techniques sur le sujet pour faire en sorte que vous sachiez exactement quelle pièce joindre à votre dossier et puis comment s'en sortir sans que ça devienne une usine à gaz, et qu'après cet investissement en temps que vous aurez pris une première fois, il sera rentabilisé plus vous répondrez à des marchés publics. Voilà. Et j'imagine que il y a pas mal de réseaux qui sont autour de la table aujourd'hui qui sont là aussi quand même pour vous faciliter la vie à ce niveau-là et qui ont tout à fait conscience, comme ce sont souvent aussi des chefs d'entreprise de ces entreprises-là, des difficultés et des leviers pour vous aider là-dessus. Merci Pierre pour cet éclairage. On a une autre question. Un troisième éclairage, parce qu'effectivement, la logique du partenariat et de la construction d'une réponse à plusieurs est une piste. L'accompagnement méthodologique par les têtes de réseau ou par ESS 2024 en est une seconde. Je voulais quand même apporter un éclairage plus concret sur des exemples parmi les premiers marchés de Paris 2024 et parmi ce qu'on peut voir quand je travaille avec l'ensemble des directions de Paris 2024. Au regard de ce que je vous disais sur les enjeux tout à l'heure, il y a un certain nombre de marchés qui sont effectivement très gros. Alors, on va essayer de les allotir à chaque fois qu'on le pourra, mais il n'en demeure pas moins qu'un certain nombre de marchés, vraisemblablement, resteront très gros, et cela pose la question de la capacité à des petites entreprises ou à des entreprises de l'ESS de pouvoir y répondre. Il n'en demeure pas moins, je vous donne un exemple très concret, il n'en demeure pas moins que, par exemple, sur la restauration du village olympique, je vous ai dit 15 000 athlètes, en gros, vous avez 50 000 repas par jour à livrer. Sur la restauration du village olympique, on sera vraisemblablement face à des grands groupes de la restauration qui interviendront. Pour autant, dans la stratégie responsable des achats de Paris 2024, ce qui est prévu, c'est d'essayer de les embarquer aussi avec leurs sous-traitants sur cette logique de responsabilité sociale et environnementale et de leur demander quel type de partenariat ils montent, quel type de partenariat ils lancent avec des sous-traitants de l'ESS, avec des sous-traitants du milieu du handicap. Et là, quand on les reçoit, puisqu'on a ce qu'on appelle des dialogues compétitifs, on les pousse le plus loin possible pour qu'ils nous donnent des éléments concrets de ce qu'ils peuvent faire. Et donc, on les invite également à se référencer sur ces fameuses plateformes pour la bonne et simple raison, c'est que ça peut générer du coup des partenariats en sous-traitance avec des grands groupes quand les marchés sont trop importants pour des petites entreprises ou des entreprises de l'ESS. Merci Gilles. Je réagirai très rapidement à ce que vient de dire Gilles pour être complètement d'accord avec lui, puisque nous, au niveau des structures de l'insertion, on a l'habitude de répondre en co-traitance, en sous-traitance avec des grands groupes sur des gros marchés, notamment dans les secteurs de déchets, par exemple. La logique RSE, on l'a bien vu venir au niveau de notre fédération, puisqu'on a mis en place un label RSEI reconnu par l'AFNOR en tant que tel. Donc aujourd'hui, on a tous les outils, on a l'expérience pour pouvoir répondre aujourd'hui à ces gros marchés. Reste à développer les partenariats localement pour le territoire de la Saône-et-Loire. Et bon, tous les acteurs qui sont autour de la table aujourd'hui montrent qu'on est prêt à le faire.
Voilà, on a répondu en plus à la question qui arrive. Y a-t-il un dispositif pour que les TPE et PME puissent se regrouper pour faire une réponse commune à un appel d'offres? D'où la solution des partenariats. Voilà, on répond. Donc, n'hésitez pas à vous référencer sur cette plateforme, à vous faire connaître auprès de vos têtes de réseau qui sauront vous aiguiller justement pour vous aider, pas pour vous essouffler, pas pour perdre votre temps. Comment ces entreprises peuvent-elles se faire connaître auprès des collectivités locales, centres de préparation des jeux? Peut-être Isabelle. Je dirais qu'il faut surtout attendre là que les marchés sortent pour voir s'ils peuvent se positionner utilement, et toujours si ce sont des marchés closés, c'est-à-dire si vous constatez qu'à l'intérieur d'un marché vous avez une clause d'insertion, ayez le réflexe département. Nous avons c'est un agent de la collectivité, c'est un salarié de la collectivité, c'est puisqu'il s'agit d'une jeune personne, Marie-Lise, qui a toute la capacité juridique, administrative, et j'ai presque envie de dire psychologique, parce que parfois répondre à un marché public, c'est aussi se réinterroger. Donc elle saura vous accompagner, elle saura, si ça n'est pas elle sur son territoire, vous orienter vers un autre partenaire. Nous travaillons de façon extrêmement transversale avec les partenaires qui sont sur ce département. Il n'y a pas de précaré, il n'y a pas de couverture que nous tirons. On ne fonctionne pas comme ça. On n'a d'ailleurs jamais fonctionné comme ça. Donc, ne pas hésiter à appeler le département de Saône-et-Loire, vous demandez la facilitatrice du département, on vous la passera, et après vous verrez avec elle de manière technique comment on peut vous accompagner de façon très concrète. Là, on est vraiment dans le pratico-pratique. Très bien, voilà les réponses du département qui sont à votre disposition également pour répondre à vos questions. On a une dernière question pour conclure. Les jeux, une belle dynamique, comment peut-on l'imaginer pour d'autres événements, pour la réalisation d'autres projets dans le temps? Excellente question. Vous parliez d'héritage, Julien, au tout début, je crois, de la table ronde de cet après-midi. Paris 2024 disparaîtra en décembre 2024. Et pour autant, on souhaite faire en sorte que l'héritage perdure. Il perdurera à travers la rénovation des équipements, mais il perdurera aussi à travers, on l'espère, toute cette dynamique qu'on laissera en héritage si on la réussit toutes et tous ensemble. Et en Saône-et-Loire, je trouve que c'est sacrément bien parti. Et donc, l'héritage restera et la dynamique restera, et notamment par rapport à l'ensemble des événements sportifs, à la fois par rapport à la dimension très touristique d'un département comme le vôtre, on l'a dit tout à l'heure, mais à la fois aussi par rapport à l'ensemble des événements sportifs, parce qu'on va essayer de travailler sur les filières métiers autour des grands événements. Les filières métiers autour des grands événements, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si je caricature un tout petit peu, qu'un agent de sécurité peut très bien travailler pour les Jeux Olympiques, mais il peut travailler pour le Tour de France, il peut travailler pour Roland-Garros, et il peut travailler sur l'ensemble des départements à chaque fois qu'un événement sportif se déroule. Et que là, pour le coup, on va essayer aussi de travailler sur la sécurisation des filières, sur la sécurisation des parcours professionnels, pour faire en sorte que les personnes puissent s'inscrire dans la durée dans un projet professionnel, dans le domaine de la sécurité, mais dans le domaine de l'accueil, dans le domaine du tourisme. Et là, on va essayer d'embarquer l'ensemble des fédérations et l'ensemble des grands événements sportifs dans cette aventure-là. Merci Gilles pour ce mot de clôture qui va en fait engager les uns les autres dans cette démarche, dans cette première amorce justement qui est lancée dans le cadre de ce 3e salon de l'ESS, qui était important d'être maintenu pour continuer cet élan, pour marquer tous les efforts du département et de ses partenaires sur le terrain qui sont présents avec nous. Donc on va clôturer maintenant cette table ronde en remerciant bien sûr le département pour nous avoir reçus ici dans ce magnifique hémicycle. Remercier le président, madame la vice-présidente pour vos interventions, la présidence également de la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, qui est partenaire de ce salon d'économie sociale et solidaire. On remercie tous les partenaires présents autour de la table, l'économie sociale et solidaire, l'économie classique, nos amis des collectivités territoriales qui étaient présents avec nous pour le label Terre de Jeux. On remercie tous les internautes également qui nous ont suivis, et on remercie également toute l'équipe technique de Pascal qui nous a permis de mettre en place tout ce dispositif.
Remerciements également aux équipes du département, de la direction autour de Sylvie, qui ont bien œuvré pendant la préparation de cette table ronde, qui était sur un format inédit. Et voilà, maintenant je vais laisser la parole à Isabelle Dechaume qui va clôturer cette table ronde. Merci beaucoup Julien. Je m'associe à tous les remerciements que vous venez de faire. Un remerciement spécial à Madame Olivia Grégoire, qui est secrétaire d'État en charge de l'économie sociale et solidaire, qui, voilà, de la même façon, on a imaginé une visio et puis son agenda a bougé en dernière minute et malheureusement, elle n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais c'était aussi une belle marque de reconnaissance. Alors pardon, là je vais parler pour nous, enfin plus spécifiquement d'ailleurs pour la direction de l'insertion et du logement social. C'était une belle reconnaissance pour elle, tout simplement parce que ça a été une vraie gageure d'engager ce salon de l'ESS il y a 2 ans. C'était pas évident de le tenir cette année. Ça a été là aussi un vrai pari. On s'était dit, on se lance, ça marche, tant mieux. S'il y a des couacs techniques et on n'a pas eu, donc c'est formidable, on fera avec. Merci encore une fois à toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés pour être autour de cette table cet après-midi, qui ont animé, on voit, tout un pan de notre économie et tout un pan de notre économie qui, au fond, fait lien avec les politiques de solidarité. Et c'est toute l'ADN du département de Saône-et-Loire. Donc, je crois que Paris réussit cette année. Peut-être y aura-t-il un salon, un 4e salon l'année prochaine, je ne sais pas. En tout cas, je crois qu'on a tous hâte de pouvoir se revoir dans des conditions classiques. Et puis d'ici là, prenons soin des uns des autres, respectons les gestes barrières. Vous aurez pu constater que ça a été le cas cet après-midi. Vous n'étiez pas dans les coulisses, mais je tiens à dire, parce que il y a toujours des âmes chagrines ou des âmes, qui cherchent la petite bête parfois, mais même dans les coulisses, nous respections les gestes barrières, le gel hydroalcoolique, le port du masque. Pendant le déjeuner, évidemment, nous étions répartis. Non, mais je tiens à le dire vraiment, nous étions répartis dans différentes salles avec à chaque fois suffisamment de place entre les convives pour respecter ces préconisations sanitaires. Donc, prenons soin les uns des autres. Et parce qu'on arrivera à prendre soin les uns des autres, je pense qu'on arrivera à avancer ensemble aussi. Et puis, vous ne l'avez pas fait. Alors, merci Julien. Voilà, merci de cette animation que vous avez su tenir pendant ces pratiquement 2 heures de table ronde. On a un petit peu déplacé sur l'horaire, mais c'est pas grave. Merci de votre professionnalisme et puis merci de votre bienveillance parce que c'était pas évident pour un certain nombre des acteurs qui sont arrivés cet après-midi et vous avez su avec beaucoup de bienveillance les mettre en confiance. Et c'est aussi, si tout ça s'est bien passé, c'est évidemment la technique parce qu'ils ont fait un très très gros boulot, mais c'est aussi à vous que ça revient, donc merci à vous. Voilà. Merci beaucoup. Rendez-vous maintenant sur le replay pour ceux qui n'auront pas pu suivre l'émission en direct. Vous retrouverez le replay de cette table ronde. Vous retrouverez le replay également de la conférence du PTI 2017-2020 sur le site internet du département et également le replay de cette émission. Merci à tous et à toutes et vive l'économie sociale et solidaire, vive l'ESS 2024, ici dans le département de Saône-et-Loire.